Bonjour à tous. À tous. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Jérôme. Nous sommes ravis ce matin de vous accueillir pour donc animer ce webinaire, comme vous le voyez, en collaboration avec notre partenaire Olidis, pour gérer la gestion des imprévus que vous avez, je suppose, au quotidien dans votre entreprise. Là, je vois qu'on a ce matin des entreprises qui nous écoutent avec potentiellement des gens qui vont travailler plutôt dans les RH, donc qui font face à ces problématiques aussi. Des gens qui sont plus gestionnaires de sites ou plus opérationnels, managers, qui eux aussi doivent gérer ces imprévus. Donc, le but de ce webinaire, c'est de voir un petit peu tous les impacts et les enjeux de mieux gérer ces imprévus et de voir aussi comment Pixid et Olidis, avec nos savoir-faire, on va pouvoir aussi vous aider à avoir des pistes un peu de réflexion et de pouvoir justement mieux utiliser les solutions de manière collaborative entre elles avec des meilleures intégrations pour pouvoir justement régler ces problèmes. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis accompagné de Jérôme et Christophe. Donc, bonjour Jérôme, est-ce que tu pourrais rapidement nous dire qui es-tu? Bonjour Antoine, bonjour Christophe, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de cette invitation pour évoquer et échanger sur ce sujet important que sont la gestion des imprévus dans le domaine RH. Et donc moi, qui je suis je suis ingénieur d'affaires chez Olidis, donc mon objectif c'est de proposer notre offre, notre savoir-faire. Ça fait une quinzaine d'années que je suis chez Olidis et je suis un ancien des métiers opérationnels auxquels nous nous adressons, notamment une dizaine d'années dans la restauration. On est très heureux que tu puisses profiter de ton expérience. Et toi, Christophe, donc, tu travailles chez Pixid. Donc moi, effectivement, je travaille chez Pixid et donc sur l'offre Pixid Rencontre à destination des entreprises ayant recours au travail temporaire au travers des agences d'intérim. Alors, on va également rapidement vous présenter Pixid et Olidis. Dans la continuité, effectivement, Pixid, vous nous connaissez, solution développée depuis 2004 sur le marché français pour accompagner les entreprises aussi bien grands comptes que PME à digitaliser leurs relations avec leurs fournisseurs. Cela permet aux clients qui a des besoins en intérim d'aller digitaliser l'ensemble des étapes de son processus, des aspects RH, de recrutement, des aspects légaux, réglementaires, avec le contrôle des spécificités liées au recours à l'intérim, comme enfin, en bout de chaîne, des aspects financiers, le contrôle de la facture, la consolidation de toutes les données. Le groupe s'est développé aussi à l'international, puisque nous avons par acquisition des filiales aujourd'hui en Angleterre, en Belgique et aux Pays-Bas, ce qui nous a aussi permis d'accompagner la stratégie de légère diversification, puisque nous restons un acteur du digital RH dans l'emploi flexible et le recours en urgence. C'est ce que nous souhaitons apporter à nos clients, c'est des possibilités d'aller recruter des candidats lorsqu'ils ont un besoin. Et nous pensons que le digital est une solution pour le faire en urgence. Et au travers de différentes filiales, nous sommes ouverts à d'autres types de flexibilité et de recrutement, freelancing, CDD, CDI. Et nous avons aussi une solution qui couvre l'ensemble du marché européen depuis quelques années, avec déjà plus d'une vingtaine de pays déployés, et des perspectives pour l'ouverture d'une filiale aux États-Unis sur l'année 2023 ou 2024. Merci pour cette présentation. Et toi, donc, Jérôme, est-ce que tu pourrais nous dire qui est Olidis? Bien sûr. Olidis est un éditeur et intégrateur de solutions logicielles RH. Une trentaine d'années d'expérience aujourd'hui. Olidis est né en 88. Nous sommes une entreprise d'une soixantaine de collaborateurs avec une présence internationale également au travers de notre histoire et je dirais du développement de nos clients. On a pu comme ça s'implanter sur à peu près tous les continents. On a un ADN très très fort sur la problématique de la planification. Je dirais d'où notre présence et les échanges qu'on va avoir ce matin ensemble. Nous proposons une solution qui aujourd'hui couvre différents périmètres qui sont liés à la gestion des RH. On parle de planification optimisée, complexe, simple, mais également gestion des temps. Effectivement, sans vouloir te couper, mais nous, on est très contents aussi de t'accueillir et d'accueillir un partenaire planification, puisque ce n'est pas du tout notre métier. Nous avons eu l'habitude de travailler même avec des partenaires en gestion des temps, ou alors à renvoyer, voire même sur des outils type SIRH ou comptable, mais beaucoup plus rarement avec des acteurs de la planification. Donc,
on a aussi envie d'en apprendre un peu plus sur, si tu peux nous décrire ce qu'est la planification, ce que vous permettez de faire à vos clients et ce que vos clients viennent chercher quand ils s'adressent à vous. Très bonne, effectivement, très bonne question. Qu'est-ce que la planification? Alors, ça va être, je vais prendre un exemple qui parle à tout le monde. Le 10 d'Olydis vient de distribution. D'accord, nous sommes nés il y a une trentaine d'années avec ce qu'on appelle la grande distribution, des enseignes telles que Carrefour, Leclerc, Intermarché, que tout le monde connaît. Et lorsque vous allez faire vos courses dans un de ces points de vente, vous êtes confronté à la problématique de passer en caisse. Donc, la naissance d'Olydis est venue de l'idée qu'il fallait trouver un moyen de planifier, d'organiser un petit peu ce nombre de postes de caisse à ouvrir selon un flux client. Hein. On est bien tous d'accord qu'un samedi journée ou un mardi après-midi, l'activité dans ce type de magasin n'est pas la même. La fluctuation est importante et clairement, quand on est client, quand on arrive à une caisse, il y a une file d'attente, on peut repartir. Exactement. Et effectivement, la gestion de ces cycles, clairement, est stratégique dans le domaine. Voilà. Et donc, nous, notre offre, notre proposition, c'est d'avoir des outils qui permettent de prendre en compte ces différentes problématiques, ces différents facteurs liés à la planification. On va y revenir un peu plus en détail après. Mais également de donner la possibilité de suivre les temps de nos collaborateurs. Aujourd'hui, proposer une solution sur le marché qui est compatible avec ce qui est attendu, le SaaS, le full web, etc. Et donc, notre solution s'appelle Timesquare, qui permet de couvrir un petit peu toute cette problématique. Tu nous as dit aussi en préparation, je crois que ça affichait un peu plus tard, que l'enjeu planning au sein d'une entreprise est quelque chose qui touche à la psychologie du personnel et donc à la qualité de vie de l'entreprise, à la motivation des employés, au contexte même social, à l'esprit d'équipe. Est-ce qu'effectivement vous êtes sur ces enjeux-là, essentiellement sur des enjeux plus larges qui vont converger vers le sujet de la présence? Comment vous reliez ces différents enjeux et les différentes contraintes de l'activité de vos clients? Alors, c'est effectivement, la planification, c'est un processus assez complexe finalement, puisqu'on doit prendre en considération pas mal de facteurs, pas mal de clés pour finalement proposer un emploi du temps. Un emploi du temps, la finalité, effectivement, ça va être de dire Antoine fait l'horaire 9-10 demain matin et Christophe fera un horaire 14-18, etc. Mais avant d'arriver à ce résultat-là, il y a effectivement différentes étapes et surtout différentes contraintes à prendre en compte. Et justement, nous, on parle de contraintes. Donc, c'est un petit peu ce qui est évoqué sur ces deux slides. C'est de dire, voilà, en fait, quand vous faites un planning, vous allez d'abord gérer vos équipes, donc prendre en considération tout ce qui est lié à vos équipes. Mais c'est également prendre en compte le fait que lorsque vous faites un planning, vous ne faites pas n'importe quoi. Donc, il y a le droit du travail, il y a la convention collective, il y a le règlement de l'entreprise, il y a l'organisation de l'entreprise, mais il y a aussi les attentes individuelles. On va parler de la QVT, la qualité de vie au travail. Donc, il y a tout ce rapport vie pro, vie perso. Donc, on va y revenir également un petit peu plus tard pour expliquer vraiment l'impact de cette motivation, de ces attentes des collaborateurs. Il y a un impact sur la planification et qui finalement a un impact sur l'organisation du temps de travail et la gestion des imprévus, qui est le sujet qui nous intéresse particulièrement ce matin. Voilà, et à partir de là, nous, on s'adresse à tous les secteurs d'activité qui ont cette problématique. Donc, il y a des points communs sur des secteurs d'activité que vont être, on a parlé de la grande distribution, donc le commerce, la vente au détail, mais également dans la restauration, dans la relation client, dans la logistique, des entreprises de services. À partir du moment où il y a une complexité à prendre en compte ces différentes contraintes, il y a un intérêt à s'équiper de solutions de planification qui vont aider les planificateurs, les managers à appréhender cette organisation du temps de travail. Parce que la planification, c'est surtout une organisation du temps de travail. Et la gestion des temps, c'est de constater cette organisation du temps de travail et de l'utiliser pour derrière déjà faire des états des lieux, les retards, les absences, etc. Mais également alimenter des compteurs qui vont ensuite aller alimenter des systèmes de paye. Non, mais clairement, on voit que, comme tu viens de le dire, que la gestion du temps, on va être dans l'immédiat, dans la gestion, on voit cet aspect-là, et en planification, vous allez plutôt dans l'organisation des ressources, et plus sur nous, la partie serait la partie RH, recrutement,
de l'ensemble du processus Pixid. Et est-ce que vous notez, vous, les grandes différences entre les secteurs? Alors, on va pouvoir partager parce que nous, parfois, on peut noter chez les clients Pixid des similitudes, une homogénéité dans la pratique, mais aussi des pratiques différentes et qui vont amener à des recherches différentes. Typiquement, je peux avoir certaines entreprises qui ont des flux très très rapides et qui vont mettre peu de process de contrôle en place, quand dans d'autres secteurs, type aéronautique, industrie, on va mettre plus de contrôle, plus d'étapes, et sans parler des secteurs tertiaires, type banque et assurance, qui eux vont travailler avec beaucoup d'anticipation, avec différents intervenants. Donc, bien que la problématique soit aller chercher de la ressource, il y a un prestataire sur notre solution intérim, on voit que sur les secteurs, il y a des grandes différences dans l'approche. Oui, complètement. Alors l'idée, effectivement, la planification, on pourrait imaginer que c'est une tâche administrative, mais comme on vient un peu de l'évoquer et avec ta question, on voit bien que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça, avec de la verticalité. On voit un petit peu donc sur la slide qui est présentée actuellement qu'il y a effectivement cette notion de contrainte dont on vient de parler, qui peut être commune à différentes entreprises, différents secteurs d'activité. Mais bien évidemment, le processus de planification derrière peut être différent selon les secteurs d'activité. Le nerf de la guerre, et qui est en lien avec notre thème de ce matin, c'est l'anticipation, c'est la prévision. Et forcément, c'est lorsque je fais un planning, imaginons que je dois faire les plannings de mon secteur, de mon point de vente, de mon équipe pour le mois de juillet 2023. L'idée, c'est OK, au mois de juillet, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer sur ma période? Est-ce que je suis sur une saisonnalité forte, normale, basse? J'ai des équipes, des collaborateurs qui partent en congé. J'ai également, peut-être selon mon activité, une saisonnalité beaucoup plus forte. On prend par exemple la grande distribution, le commerce ou la restauration qui sont sur des sites balnéaires, des choses comme ça. Forcément, ça a des impacts. Donc, il faut être en mesure d'anticiper. Et c'est ça qui peut aussi faire des différences avec le secteur d'activité, parce que toutes les entreprises n'ont pas la même clé pour anticiper sur leurs activités. Je vais donner quelques exemples comme ça un petit peu à la volée des choses que l'on connaît, qu'on a mis en place, mais dans le commerce, effectivement, en général, on va s'attacher à un chiffre d'affaires. Je reprends mon exemple du mois de juillet, quel chiffre d'affaires je prévois? Est-ce que je vais aller chercher mon chiffre d'affaires de l'année précédente, des choses comme ça, pour essayer d'anticiper. Et donc, cette planification, elle impacte toutes les équipes d'une entreprise, pas uniquement ceux qui sont en prod, du coup, les équipes RH, les équipes potentiellement commerciales, marketing. Exactement. La planification, elle s'adresse à, je dirais, toutes les entités, tous les services. On est bien sûr sur les secteurs qu'on a un petit peu évoqués sur notre histoire. On est quand même très proche des secteurs qu'on va qualifier un petit peu d'opérationnels. J'ai cité le commerce, j'ai cité la restauration, la relation client, on en reparlera également. Mais effectivement, l'idée, c'est que cette activité fluctuante, elle va toucher des points de vente, elle va toucher des magasins, elle va toucher des restaurants. Donc, on va s'intéresser à des nombres de couverts, on va s'intéresser à des nombres de clients, on va s'intéresser à un chiffre d'affaires. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de prendre un maximum d'informations pour anticiper au mieux sur cette activité et donc la planifier. Et quand je dis la planifier, c'est encore une fois l'organiser de manière collaborative, puisque la planification, comme tu l'as revenu avec ta question, Antoine, elle s'adresse aussi bien, je dirais, à la direction, au management qui va gérer les équipes, mais également le collaborateur. Sans oublier que dans cette triptyque, il y a aussi le client, le consommateur, qui est à prendre en compte, puisque il faut qu'on soit suffisamment organisé pour accueillir notre client dans notre point de vente, dans notre restaurant, par exemple. Et alors, donc, c'est une solution miracle ou alors, comment dirais-je, il y a quand même le quotidien des managers, il est quand même différent. En fait, malgré la planification, il y a quand même ces problématiques-là des imprévus. Alors, la planification, c'est de l'anticipation. On fait des plannings à S-2, S-3, M-1 selon les secteurs d'activité. On n'a pas tous les mêmes process, les mêmes engagements. Mais effectivement, la planification, c'est anticiper du mieux possible ce qui va se passer le jour J.
Et alors, c'est vrai que là, on parle beaucoup d'anticipation, de planification, donc c'est des choses qui sont encore un peu conceptuelles, mais c'est vrai que le quotidien des managers, malheureusement, comme tu disais, toi, tu as une longue expérience dans la restauration, moi, j'y ai un petit peu travaillé, où on le voit aussi par les remontées terrain. On s'aperçoit, on aime bien raconter cette histoire-là de Sophie, qui est RH et qui, bien évidemment, dès 9 h le matin, voire même avant, parfois, on avait encore un client hier qui me racontait que ça pouvait être, comme ils sont organisés en 3-8, ça pouvait être à 5 h du matin, où il manque des personnes sur la chaîne de production, et donc il y a des absences imprévues à gérer. Elle va passer potentiellement sa matinée à trouver une solution. C'est-à-dire que dans un premier temps, déjà va prendre connaissance de l'arrêt maladie. Aujourd'hui, on voit bien qu'en plus, en période post-Covid, il y a de plus en plus d'arrêts maladie. Et donc, elle va soit faire appel à des homologues managers pour voir s'ils n'ont pas des collaborateurs qui sont disponibles ou qui peuvent être sollicités pour faire face à ces imprévus. On avait encore justement là, dans ce client hier qui me disait, mais il y a aussi un système de copinage, c'est-à-dire qu'on fait toujours appel aux mêmes personnes avec des numéros dans son numéro de téléphone ou des collègues pour pouvoir leur proposer des heures supplémentaires. Malheureusement, quand on a besoin d'eux, ils ne sont pas toujours disponibles. On s'aperçoit qu'à chaque fois, ils ont déjà dépanné à droite et à gauche. Donc, voilà. Et puis ensuite, en dernier recours, là, cette personne-là, Sophie, va aussi commencer à solliciter les agences de travail temporaire potentiellement. Et donc là, si elle n'est pas équipée d'une solution, elle va devoir les appeler une par une ou envoyer des mails à chaque agence. Et ensuite commencer donc à voir les candidats qui sont reçus ou qui sont proposés. Tout ça pour vous dire que entre 9 h et potentiellement 10 h, 11 h ou midi, en fait, elle a passé son temps à chercher un candidat et elle n'a pas passé son temps à faire son travail. C'est-à-dire à manager l'équipe, à essayer d'améliorer les process, à gérer la production ou le service pour ses clients. Et donc, là, ça va avoir des impacts. Et là, on aimerait bien aussi, après, vous parler en fait des différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, ces problématiques liées au manque d'effectifs. Et comme le disait, la planification est un sujet qui concerne tous les secteurs d'activité, mais les impacts sont différents. C'est-à-dire que là, on voit dans la santé, potentiellement, on le voit aussi tous les jours. Moi, j'ai des amis qui se plaignent quand ils vont aux urgences et qu'il y a 3 heures d'attente au lieu d'1 heure. C'est pourquoi? C'est pas parce qu'il y a beaucoup de malades, c'est parce qu'il y a peu de gens qui peuvent prendre en charge les malades aux urgences. Donc, encore une fois, il y a un délai d'attente. Alors là, c'est pas aux caisses de supermarché, mais c'est dans les urgences. Et il va y avoir aussi une réduction de la qualité des soins. Potentiellement, un médecin, s'il doit traiter 20 patients par heure, il va être moins regardant, il va peut-être mal faire son diagnostic. Et donc, ça a des impacts très, très importants. Donc, et encore une fois, la santé, malheureusement, c'est quelque chose qui est précieux. Dans le secteur de la relation client, ça va être d'autres impacts. Oui, complètement. Après, on a toujours cet impact qui fait que on va générer de l'attente si on manque de ressources. Donc la relation client, vous connaissez, c'est quand vous appelez votre fournisseur d'internet ou votre banque, votre l'assurance, vous prenez contact et vous avez des gens derrière qui vont. Alors aujourd'hui, il y a différents canaux, le téléphone, le chat, les réseaux sociaux, etc. Mais ces entreprises doivent répondre à une problématique. Répondre déjà en quantité, mais en qualité. Vous savez bien que quand vous appelez, attends, ça dépose pas. Voilà, c'est énervant au même titre que tout à l'heure de l'attente en caisse. Donc ça, c'est un impact. Donc l'idée, bien évidemment, c'est de faire en sorte qu'on limite ce type d'impact. Donc il y a cette notion de qualité de service, cette notion d'attente, mais ça aussi, je pense que l'impact est le même selon les secteurs d'activité, mais c'est un impact aussi sur les collaborateurs qui, eux, sont présents. Ça génère une surcharge de travail. Et donc, une insatisfaction et pourquoi pas derrière de l'absentéisme. D'accord. Et puis enfin, dernier point en tout cas sur la relation client, ça engendre des coûts, bien évidemment, parce que dans ce type de secteur d'activité, ce qui peut arriver, c'est qu'à un moment donné, quand on n'a pas suffisamment de ressources, on fait appel à des prestataires qui vont venir couvrir, je dirais, le manque lié à nos imprévus, à nos absences.
et forcément, ça a un coût. Et tout le monde s'est retrouvé aussi à s'énerver après un service support, tu parlais des téléopérateurs et donc du coup, on change de téléopérateur et donc Exactement. ça peut être aussi un Exactement. impact. Et dans la construction, Christophe? Oui, dans la construction, on va retrouver certains des sujets dont on parle sur d'autres secteurs. Pareil, dans le bâtiment, dans la construction, vous allez avoir des impératifs, il y a des délais, il y a des livraisons, des démarrages, des contraintes techniques, de séchage, d'intervention de multicorps d'État, qui font que vous êtes tenu par les délais, par le temps, et donc vous allez nécessairement, si vous avez un imprévu, devoir faire appel à des forces supplétives, qu'elles soient recours au travail temporaire, mais avec les limites que ça va avoir, on y reviendra, des surcoûts, des niveaux de qualification aléatoires, et aussi, ou alors à de la sous-traitance, à de l'externalisation, ce qui, encore une fois, va faire monter les coûts, va faire perdre éventuellement en maîtrise, va désorganiser d'autres corps d'État, et le tout pouvant aussi aboutir à des coûts liés directement à des pénalités par rapport aux donneurs d'ordre s'il y avait une date attendue pour la livraison. Donc on voit clairement que l'imprévu va devoir être géré. S'il peut être au maximum minimisé en amont, et ensuite les équipes sont rodées, ont des solutions pour réagir face aux imprévus. Pour continuer aussi, que cet imprévu, en fait, touche tous les secteurs, hein, ça va même aussi sur le secteur public. Il a aussi, un impact pour nos enfants. Petit clin d'œil à l'actualité aussi où, là, vous avez vu les annonces, de notre président qui veut s'engager à partir du mois de septembre aussi à, permettre, justement, s'il manque un prof, de pouvoir, trouver un remplaçant. Alors, il y avait le petit débat sur est-ce que le prof d'anglais va pouvoir donner, des cours de maths? Et on ne va pas rentrer dans le débat, mais au moins, on voit que ça permettra quand même que, le prof d'anglais, donne des cours d'anglais supplémentaires et de ne pas avoir des heures, où les étudiants, ne font rien. Donc voilà, donc là aussi, encore une fois, c'est un enjeu, très important dans ce secteur-là. Et bien évidemment, encore une fois, hein, de continuer dans les exemples sur le secteur de la vente au détail, la distribution, c'est notre expertise. Exactement. Et même pour faire un parallèle avec le sujet d'actualité dont tu viens de parler, Antoine, dans la vente au détail, dans la grande distribution, le commerce notamment alimentaire, effectivement, on expérimente depuis plus de 30 ans. Là, effectivement, on parle un petit peu de prévu et quelles sont les conséquences de l'imprévu. Comment Sophie, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, va pouvoir gérer cet imprévu. Là, le sujet dont tu viens de parler, ça fait partie un petit peu des solutions. Après, est-ce que c'est possible ou pas dans l'éducation, je ne suis pas expert, mais en tous les cas, dans la grande distribution, ce qu'on remarque aussi aujourd'hui, c'est que pour faire face à ces imprévus, il peut y avoir certaines solutions. Christophe vient de parler de polyvalence, on va y revenir, mais effectivement, un boucher ne peut pas faire poissonnier. D'accord. Donc, dans le commerce, on a aussi cette problématique. Lorsqu'il y a de l'absentéisme subi le jour J, c'est compliqué. Et les impacts sont un peu les mêmes que tous ceux qu'on vient de citer. Et quelle est la solution? Surtout, donc là, il y a des négociations, comme tu viens de dire, pour pouvoir mettre des bouchers à disposition et faire de la mise en rayon. Exactement. Donc là, pour apporter un petit peu les solutions, je vais prendre un exemple qu'on connaît tous en fin d'année, les services traiteurs, distribution. Nous, souvent, on a constaté que finalement, il n'y avait pas d'anticipation forcément. C'est qu'on savait que ça serait une période novembre-décembre qui devient très compliquée. Les bouchers, etc., les poissonniers notamment, vont se retrouver avec une activité beaucoup plus importante sans forcément changer l'organisation du temps de travail. Alors, en gros, c'est les mêmes horaires et on se dit, c'est pas grave, on fera de l'heure sup, on fera appel à l'intérim, etc. Mais comme on connaît tous les ans, ça arrive à peu près à la même période, on peut l'anticiper. Alors, pour trouver, il y a cette organisation du temps de travail, la planification, on va y revenir après, mais il y a aussi cette gestion de polyvalence qui est possible. Et justement, là, parce qu'on a fait donc une longue introduction sur justement ces problématiques et les impacts, est-ce que, Jérôme, tu pourrais nous expliquer comment vous aidez vos clients à anticiper justement ces besoins et limiter les absences? Oui, exactement. Déjà, il y a l'échelle du temps. Ça, c'est important. La planification, on l'a déjà dit, c'est quelque chose, c'est un processus, qui se doit d'être fait par anticipation, pour tout un tas de raisons. Mais on anticipe à combien de temps, du coup?
Là, alors, ça va être régi par des conventions collectives. Dans la grande distribution, dans la restauration, on va être sur du S-2, S-3. Alors que là, aujourd'hui, je dois produire mes plannings et mis à disposition mes plannings pendant 2 ou 3 semaines. Il y a des secteurs d'activité, on va être plutôt sur M-1. Voilà, ça va se jouer toujours comme ça entre 2 semaines, 4, 5, 6 semaines, selon le secteur d'activité. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même anticiper. Il faut toujours, nous, notre conseil et les outils qu'on propose sont là aussi pour anticiper encore plus que ce délai légal de mise à disposition des plannings. Notamment le fait qu'on soit sur des activités, enfin qu'on travaille surtout avec des activités, des secteurs d'activité, qui ont une activité fluctuante. Donc c'est de par la saison, de par le métier en lui-même, le cycle, la journée, voilà, la météo. Donc l'idée, c'est effectivement de prendre tout ça en considération pour limiter un maximum d'absences. L'idée, c'est de prendre en compte tout ce qu'on est capable de maîtriser par anticipation pour éviter que le jour J, Sophie se retrouve dans un cas où de l'absentéisme. Alors, bien évidemment, une solution de planification ne va pas empêcher que le jour J, il y a des gens qui sont malades, qui sont en retard, ou qui ne veulent ou ne souhaitent pas venir travailler pour tout un tas de raisons. Mais l'idée, c'est quand même de l'anticiper. D'accord ? Donc, vous, dans votre approche avec les clients, vous allez récupérer ces informations, vous allez pouvoir les travailler avec eux, les mettre en valeur et leur proposer ensuite d'associer des plannings qui sont en phase, voire d'aller chercher d'autres solutions lorsque la pure planification n'est pas à 100% la réponse. Exactement. C'est ce qu'on appelle, nous, la modélisation. On va un petit peu parler, mais l'idée, c'est de modéliser. On appelle ça le planning théorique également, mais l'idée, ça va être de dire, voilà, je reprends mon exemple du mois de juillet, j'ai besoin, pour bien planifier, bien organiser, et donc éviter de me retrouver sur des journées ou des créneaux où ça va être un peu tendu pour mes équipes, ou à l'inverse, avoir trop de monde, j'en ai pas besoin, c'est de modéliser un petit peu quelle va être l'activité de mon magasin, de mon restaurant, de mon plateau de relations clients, etc. Et cette modélisation, c'est pas une finalité en soi, c'est le moyen. Mais donc, justement, comme le demandait Christophe, quelles vont être vos préconisations, justement, ou les solutions qui sont issues de cette modélisation, du coup? Alors, ça, c'est tout le travail de notre solution. Oui. C'est que la modélisation, ça va être de définir un nombre d'heures, un nombre de ressources nécessaires par activité. Combien j'ai besoin de vendeurs, combien j'ai besoin de serveurs, combien j'ai besoin de logisticiens, combien j'ai besoin de personnes à l'accueil selon les activités, etc. Donc ça, c'est la modélisation. Derrière, effectivement, j'ai mes capacités des équipes en ressources compétentes, c'est-à-dire qui ont bien la polyvalence et la compétence sur l'activité que je souhaite planifier, mais également disponibles. Bien évidemment, on le sait, parce qu'on parle là de limiter les absences, mais il y a toutes les absences connues qui doivent être prises en compte, comme les CP, les RTT, les absences conventionnelles, qui sont anticipées et qui sont gérées, d'accord, par les services RH. Donc ça, on les prend en compte. C'est ce qu'on appelle, nous, les contraintes, d'accord, dans le schéma de planification, on va avoir ces différentes étapes. Donc, la modélisation, c'est pour nous la pierre angulaire de la planification. C'est ce qu'on voit là, la modélisation, du coup? Alors, ça, c'est un petit peu le schéma qui va expliquer, grâce à la planification, qui va permettre aux managers et aux personnes qui sont là pour organiser, planifier. C'est un petit peu les KPI qui permettent, les indicateurs qui vont permettre d'anticiper, de prendre des mesures. On voit à l'écran ici sur cette courbe, c'est qu'en fait, on a les histogrammes qui sont clairs, violet clair, sont un petit peu cette fameuse modélisation, ce qu'on appelle aussi le besoin ou la charge. Donc, on voit bien là, on a une espèce de courbe qui représente sur une journée un pic d'activité entre 12-14 et un pic d'activité en fin de journée. On a ensuite la courbe qui présente en fait quelle est ma capacité à couvrir ce besoin. Et finalement, il y a un delta entre ce que j'ai besoin et ce que je couvre, qui est représenté par les histogrammes plus foncés en bas, d'accord, qui sont en fait mes manques en fait. Donc l'idée d'une bonne planification et d'une anticipation, c'est de prendre tout ça en considération, de le mesurer pour mettre en place un plan d'action. Est-ce que je recrute? Est-ce que je fais faire d'avenant? Est-ce que je fais faire de sup? Ou est-ce que je prévois déjà de faire appel à de l'intérim, par exemple? Et la tangente, justement, c'est d'avoir une gestion de ce ratio très,
comment dirais-je, très linéaire où on prend beaucoup de risques et on veut que l'activité soit vachement en lien avec la capacité? Ou alors les entreprises prévoient un petit matelas en termes de capacité, donc justement de sureffectifs, pour pouvoir gérer ça, ces imprévus notamment? Alors, ça, c'est la politique de l'entreprise. En fait, c'est bien évidemment les objectifs que se donne l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va avoir certains secteurs d'activité ou certaines entreprises qui vont se donner un petit peu plus, entre guillemets, de marge de manœuvre de mou. C'est-à-dire qu'effectivement, dans mon anticipation, dans cette fameuse courbe, c'est de dire, bah, je sais que j'ai 5% d'absentéisme qualifié de sauvage. Donc, je préfère l'anticiper sur ma modélisation. Comme ça, quand je planifie, bah, je couvre également mon besoin, mon activité, mais également cette possibilité d'avoir 5% d'absentéisme sauvage. Et on voit qu'aujourd'hui, l'absentéisme monte à voire 8-9%. Ils sont Alors, d'activité, même encore plus important. Donc, nos outils permettent, après, je peux mettre 8, je peux mettre 10%. Et ta question me fait le lien aussi, parce qu'on est passé en fait sur deux autres points importants. C'est que la planification, c'est l'activité, c'est les objectifs économiques et de qualité de service de l'entreprise. C'est le respect des contraintes, mais c'est aussi la prise en compte de deux choses qui sont importantes. Le collaborateur que je planifie, d'accord, merci, c'est effectivement sur cette slide-là, et le comportement des consommateurs. Aujourd'hui, tu l'as dit, déjà, il y a un taux d'absentéisme, mais aussi le collaborateur, aujourd'hui, on le sait, il y a une espèce de déstructuration de l'emploi du temps tel qu'on a pu le connaître, alors nous, des générations d'avant, avec des horaires 9-18 au bureau, la coupure des jeux de 2 heures, etc. Aujourd'hui, on a vraiment des temps qui sont un peu schématisés ici, beaucoup plus morcelés, d'accord. Donc, il y a cet équilibre vie pro et vie perso qui est à prendre en compte. La génération Y, voilà, avec des attentes plus particulières qui sont à prendre en compte. Donc, ça, c'est une motivation importante à prendre dans ce processus de planification. Et également le comportement du consommateur, les commerces qui sont ouverts le dimanche, le e-commerce, alors avec le boom qu'on a connu avec les périodes de confinement, bien évidemment. Donc tout ça, bien évidemment, ce sont des points à prendre en compte dans ma modélisation et dans mon processus de planification. D'accord. Là, tu as parlé effectivement des employés, mais qui est à la manœuvre? Qui sont les utilisateurs au sein de l'organisation de l'outil de planification décentralisé? Vous avez différents types de profils, ça peut être différent encore une fois selon les clients et les secteurs. Qui est à la manette? Qui sont vos utilisateurs? C'est alors avec tout ce qu'on vient de voir, même si c'est assez résumé, la planification est un processus qui peut faire intervenir différentes personnes, différents services. On a par exemple dans la relation client, on a vraiment une planification centralisée avec des planificateurs qui vont être aussi dans l'analyse de tout un tas d'indicateurs pour améliorer bien évidemment leurs objectifs de qualité de service et économique, et donc la planification. Donc là, on va être sur de la planification centralisée. On peut avoir, par exemple, dans la grande distribution ou dans la restauration, un planificateur qui, lui, va gérer vraiment le processus de A à Z. Et vous aurez bien compris qu'il y a la gestion du personnel, il y a la modélisation qui fait appel à des connaissances, entre guillemets, économiques de l'entreprise, chiffre d'affaires, fréquentation client, notion de productivité, etc. etc. Il y a la gestion des contraintes. Donc ça, c'est le manager, il gère son équipe. Il connaît les attentes de ses équipes. Donc, il va les intégrer dans son processus de planification et donc dans l'outil. Et puis enfin, il y a le collaborateur qui va aujourd'hui également avoir une part de plus en plus importante dans ce processus de planification. On parle de planification collaborative, d'auto-planification, de planification participative. Et donc nous, aujourd'hui, au LEDIS, au travers de notre solution, on propose des fonctionnalités et des processus qui permettent de répondre à cette Différentes approches cette approche de la planification qui peut être différente selon les secteurs d'activité et selon là aussi où je positionne mon curseur. On peut être sur de la planification optimisée au maximum, c'est-à-dire on va chercher au quart d'heure près à couvrir cette fameuse courbe qu'on a vue tout à l'heure. On va être on peut aussi positionner le curseur sur des choses beaucoup plus, on va dire, figées en termes de planification, mais qui répond moins à la problématique de la flexibilité qui est attendue aujourd'hui, aussi bien par nos clients, nos consommateurs, mais également nos collaborateurs. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on voit un petit peu sur la slide qu'Antoine nous présente. On voit, il y a différents écrans avec ces histogrammes jaunes, gris, qui sont vraiment tous les outils, tous les écrans qu'on met à disposition. Alors, un contrôleur de gestion, un directeur de magasin, un manager de restaurant, un service RH,
à partir de ces outils-là, ces informations-là, ils vont pouvoir effectivement anticiper. Comme on voit la courbe grise, bleue et rouge, qui permet de voir, ben voilà, quand j'ai du bleu, j'ai du sureffectif, j'ai du monde en trop, quand j'ai du rouge, j'ai du manque. Le gris, je suis bien. Et donc, c'est tous ces indicateurs qui vont qui vont permettre à nos planificateurs, nos utilisateurs, d'améliorer leur planification, l'organisation du temps de travail, et donc finalement d'anticiper au mieux les fameux imprévus dont on parle ce matin. Alors juste pour conclure cette petite présentation là, de cet outil de planning, on va lancer une petite vidéo qui dure 1 minute, hein, mais pour vous permettre que ça soit un peu plus visuel. Donc je vais faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire comme Ardisson, Magnéto, Serge. L'activité des entreprises est fluctuante. Elle est impactée par de nombreux événements endogènes et exogènes. Il est donc essentiel de la modéliser et de dimensionner les besoins en effectifs en conséquence. Aligner les emplois du temps à ces besoins nécessite à la fois une vision commune, des processus internes clairs et des objectifs convergents, sans oublier des outils adaptés. Cela permet de concilier l'ensemble des contraintes de l'entreprise, réglementaires, qualité de service, compétences disponibles. La flexibilité nécessaire des plannings implique aussi un contrôle quotidien des présences, absences et activités de chaque collaborateur. Un suivi automatique des compteurs facilite la préparation de la paie. Le planning est un levier essentiel à l'amélioration de l'expérience collaborateur. Il devient indispensable d'associer le salarié dans la gestion de son temps, à l'aide de dispositifs intelligents et participatifs. In fine, cela se traduit par davantage de transparence, d'équité, de collaboratif, pour s'inscrire durablement dans la culture d'entreprise, contribuant ainsi à la qualité de vie générale. Alors voilà, donc on vous a donné quand même beaucoup de pistes là depuis le début de ce webinaire sur cette partie anticipation et donc les solutions qui sont apportées par Olidis. On va continuer là parce qu'on parle solutions, process avec donc le quotidien de notre petite Sophie et on s'aperçoit donc quand elle doit gérer ses imprévus, en fait, elle va utiliser plein d'outils. Encore une fois, on fait le lien avec les outils, mais donc encore une fois, ça part de l'outil de planification pour bien identifier qu'il manque quelqu'un. Et puis ensuite, elle va avoir le téléphone, le mail pour communiquer avec ses homologues. Elle va potentiellement avoir des fichiers Excel, un logiciel de recrutement qu'on appelle ATS pour pouvoir identifier qui pourrait répondre. Est-ce que j'ai un candidat sous la main? Ensuite, elle peut potentiellement avoir un logiciel comme Pixit pour gérer l'intérim et la gestion de ses fournisseurs, pour aller les solliciter, signer, faire toute la partie administrative du recours à l'Internet, du recours à l'intérim, pardon. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'aucune solution n'a la prétention de tout faire, hein. On voit que c'est plus forcément à la mode les gros ERP avec X modules. Aujourd'hui, on est plutôt dans un écosystème où on va avoir, je vais encore faire un peu d'anglicisme, du best of breed, où en fait, on va plutôt combiner des solutions hyper précises, hyper faciles à utiliser et les intégrer entre elles pour pouvoir que le process, en fait, justement, d'identifier un besoin, de trouver une solution et de gérer l'activité au mieux, ça soit hyper smooth parce que souvent aussi, c'est utilisé par des collaborateurs différents. Donc, il faut éviter justement toute cette partie-là. Donc, ce dont tu nous parles, Antoine, c'est un travail autour des interfaces, ce qu'on appelle ce que les clients ont mis en place depuis des années, avec leur DSI, avec des prestataires, à les développer et des interfaces permettant de faire communiquer des solutions pour automatiser un maximum. Alors, c'est vrai que nous, pour parler de Pixid, on a fait une mutation technologique en web service et en interface API qui permet d'avoir justement des intégrations beaucoup plus synchronisées, beaucoup plus automatisées que ce qu'on avait avant avec des fichiers plats et puis avec des intégrations qui sont une fois par jour, une fois par semaine. Aujourd'hui, en fait, dès que vous faites une action potentiellement dans un système, il peut y avoir des répercussions dans un autre système grâce à ce type d'intégration pour que l'autre collaborateur qui doit faire la suite du process soit tout de suite informé. Et bien évidemment, là, je vais laisser la parole à Jean parce que vous avez aussi la même stratégie avec cette marketplace. Exactement. Les éditeurs aujourd'hui se doivent de proposer de l'interopérabilité avec les différents outils.
Nous, déjà, historiquement, la planification, on est toujours tributaire d'outils tiers parce qu'on doit s'alimenter de tout un tas d'informations, hein, liste du personnel, des activités, et au même titre que comme on fabrique des plannings, on doit aussi les mettre à disposition de nos outils. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les éditeurs travaillent tous un peu ensemble sur ces fameuses marketplaces, d'où également, je dirais, ce webinaire en commun ce matin, puisque l'objectif, c'est de proposer, pour revenir sur notre sujet, on a vu que la planification nous permettait d'anticiper, d'avoir des indicateurs, d'identifier un petit peu les manques et comment je pourrais y remédier. Et donc, je laisserai après, bien sûr, par Christophe, poser un petit peu les solutions que vous proposez. Mais voilà, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de permettre à Sophie de ne pas aller dans différents outils pour retrouver l'information, appuyer sur des boutons pour exporter, importer. Donc, aujourd'hui, on propose ces fameux connecteurs entre Pixid et Timesquare. Et juste pour décrire un peu ce que vous voyez sur l'écran, ce connecteur-là sur lequel les deux éditeurs ont réfléchi. Donc, en effet, comme le disait Jérôme là à l'instant, une partie des informations est issue du planning que nous, Pixid, nous n'avons pas. Donc, on va pouvoir transférer directement, j'ai besoin d'un manutentionnaire ou de X manutentionnaires lundi prochain. Donc, je vais tout de suite avoir ce besoin-là, travailler sur ce besoin et sur ce sourcing de candidats. Une fois que je l'ai trouvé et que j'ai signé un contrat, peu importe si c'est de l'intérim, du CDD, de l'extra, de l'auto-entrepreneur demain, je vais aller informer l'outil de planning que j'ai 4 personnes qui vont être disponibles et qui vont pouvoir travailler sur la chaîne de production. Ça va être bien évidemment intégré en automatique dans le planning pour que le manager soit bien au courant que les RH ont résolu son problème. Et ensuite, bien évidemment, avec le système plutôt de gestion des temps, ces personnes-là vont mettre à jour leurs heures effectuées et donc ça va être renvoyé potentiellement dans Pixid pour pouvoir après faire le process plutôt de gestion avec la paye et la facturation si c'est de l'intérim. Donc là c'était juste pour vous donner petite idée de ce connecteur et ce que ça comprend sans rentrer dans le détail. Mais bien évidemment, si on veut maintenant passer la main. Détail, moi, question que je me pose aujourd'hui, Pixid et Olidis proposent une interface déjà développée. Oui, standard. C'est l'approche qui C'est-à-dire qu'il correspond à la majorité des clients. Ce n'est pas une interface spécifique, c'est du plug and play, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que dès que le client utilise Timesquare et Pixid, c'est très simple ensuite de faire communiquer les systèmes. Communiquer sans avoir à redévelopper une interface. On a développé un connecteur justement directement dans les solutions. Voilà, c'est du sans couture et c'est complètement transparent pour les utilisateurs communs. L'intérêt de ce type de. Et maintenant, on va plutôt parler d'une innovation que nous aussi on voulait mettre en avant parce qu'on pense que c'est aussi une part de la solution, justement, parce que là, aujourd'hui, on a parlé d'anticipation, et justement, il faut aussi anticiper. Le mot à la mode, c'est vivier de candidats dans les tendances RH. Hein. On voit aussi que nos clients ou nos prospects, en fait, sans le savoir, faisaient déjà des viviers à travers des fichiers Excel, des listes de personnes à solliciter. On a fait un petit sondage, donc là, alors il y a un petit peu moins de 100 votants, mais ce sont uniquement des RH par rapport à la population qu'on avait interrogée. Et on leur a demandé en fait comment, alors là on est plutôt donc encore une fois sur la partie recrutement, hein, pas forcément manager, mais quel axe ils privilégiaient pour faire face aux imprévus. On s'aperçoit qu'ils utilisent soit des viviers de talent pour justement gagner du temps dans le sourcing de candidats, ou alors appeler leur agence d'intérim. Et puis il y a d'autres impacts aussi, notamment sur le coût. Et donc, c'est exactement là aussi dans la stratégie de Pixid de pouvoir proposer, en collaboration avec Olidis, des solutions là-dessus. Donc, est-ce que Christophe, tu pourrais nous dire déjà la première étape pour constituer ce vivier talent et quels sont les différents strates de vivier? Alors, ce qu'on voit là à l'image, c'est plutôt effectivement, c'est quel type de ressources je vais pouvoir positionner sur ce que j'ai à réaliser, quel que soit mon secteur, quelle que soit mon activité. Donc clairement, on connaît, vous allez avoir votre première strate qui sont vos employés permanents, donc traités au travers de la planification, comme nous l'a expliqué Jérôme. Ensuite, lorsque cette planification vous a indiqué par la modélisation que cycliquement, mais de façon récurrente, vous allez avoir des besoins sur certains profils, vous allez peut-être pouvoir aller partir
sur des job boards pour faire des recrutements, donc via le mécanisme des ATS, qu'on trouve différents sur le marché. Plus vous allez pouvoir anticiper et éventuellement plus vous êtes sûr de pouvoir employer cette ressource dans la durée, plus vous allez plutôt vous orienter sur ce type de recrutement qui va vous permettre d'aller chercher exactement le niveau de qualification dont vous avez besoin et uniquement avec les charges salariales liées au CDI qui vous reviendra à des coûts inférieurs toujours à l'intérim. Vous allez pouvoir déléguer cette recherche, mais en contrepartie, vous allez devoir prendre en charge la prestation de l'agence d'intérim ainsi que les surcoûts liés à la réglementation autour des contrats courts. La même chose sur le recrutement de CDD. Et quel que soit finalement votre choix sur ces recours plus à des contrats courts, qui soient intérim, qui soient CDD, si vous voulez revenir travailler la qualité de vos candidats, c'est à partir de viviers travaillés, prédéfinis, activés, que vous allez pouvoir, même dans l'urgence, ou même si par anticipation, les candidats ne sont pas disponibles sur des missions en CDI, vous allez pouvoir optimiser votre recours à des ressources flexibles par anticipation ou en urgence. Encore une fois, ça, Christophe, c'est un choix d'entreprise de vouloir plus utiliser intérim ou plus utiliser le recrutement en direct. C'est aussi la réalité d'un marché. Ça peut être une zone géographique. Certaines zones géographiques vont avoir différentes bases logistiques et donc faire appel à beaucoup de candidats du même profil et qui vont eux-mêmes plutôt choisir la flexibilité et donc être disponibles plus sur de l'intérim. D'autres professions, comme le sanitaire et social, dont on a parlé un peu plus tôt, vont privilégier du recours en CDD et historiquement, on travaille avec des outils permettant d'aller sur ce type de contractualisation. Il y a différents critères qui effectivement font qu'une formule ou une autre sera plus employée. Nous, notre approche, c'est de dire, c'est plus mieux vous utilisez les outils qu'on vous met à disposition, nous ou notre écosystème de partenaires, plus vous allez pouvoir travailler les différents canaux et dans ces différents canaux, la qualité des candidats et la qualité de ce que vous leur proposez comme mission. On parlera d'algorithmes de matching permettant de rapprocher des candidats, de leurs attentes, de leur savoir-faire et comme ça, éventuellement, potentiellement, les fidéliser. Et donc, justement, pour rentrer un petit peu dans le détail et comment ça peut visuellement se concrétiser dans votre organisation, généralement, la Sophie, quand elle fait face à un imprévu, elle a peut-être 10, 20 personnes qu'elle connaît. Certains ne sont pas disponibles, sont en vacances, sont déjà en train de travailler ailleurs dans une autre agence sur un autre site. Mais son scope de solution, il est limité. Le but, c'est notamment grâce à travers Pixid et cette gestion globale de la flexibilité que décrivait Christophe, c'est de pouvoir trouver une solution, peu importe laquelle. Et donc, si le vivier interne n'est pas suffisant pour justement faire face à cet imprévu, il peut avoir, encore une fois, des viviers de candidats qui ont été constitués en amont, qui ont été qualifiés aussi, et on les connaît. Potentiellement, ils ont déjà travaillé l'été dernier chez nous. On s'aperçoit aussi dans beaucoup de secteurs, on reprend les mêmes candidats tous les ans, dans l'hôtellerie-restauration, pour faire les vendanges, dans la distribution, parce qu'ils connaissent, voilà, les enfants du personnel, ils connaissent aussi l'entreprise, les codes, ils sont déjà formés. Si ce vivier candidat, encore une fois, n'est pas suffisant, on peut faire appel, et donc là, après, on va aller un petit peu plus en détail avec Christophe, mais à gérer des viviers intérimaires. Donc là, pareil, à faire travailler nos fournisseurs de travail temporaire bien en amont, soit sur des profils pénuriques, soit sur des profils récurrents, mais où il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre. Donc, de pouvoir avoir ce vivier-là qui peut être sollicité H24 très rapidement et faire face aux imprévus. Et bien évidemment, encore une fois, si ce vivier-là, les fournisseurs de travail temporaire n'ont pas assez trouvé, on peut aller aussi envoyer ses besoins sur les job boards, comme le décrivait Christophe, pour avoir des nouveaux candidats. Et après, ces nouveaux candidats doivent faire l'objet, bien évidemment, d'un travail de qualification, des entretiens. Il y a beaucoup de coûts là aussi qui sont liés à ça. Mais voilà, le but aujourd'hui, c'est qu'il y a une solution ne peut pas répondre à ces imprévus. Nous, on croit vraiment dans, plus tôt on le sait, et notamment grâce à
des outils comme Olidis, plus facile, c'est de trouver le candidat. Bien évidemment, si je commence à chercher 2 semaines avant quelqu'un, c'est plus facile que si je commence à chercher le vendredi soir à 18h quelqu'un pour le lundi d'après. Donc ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très concret et qu'on voit au quotidien chez nos clients. Bien évidemment, les ratios ne sont pas toujours les mêmes, hein, c'est par rapport au contexte du vivier, Christophe. C'est ça. Il va y avoir vivier, mais clairement, si vous avez de la Il y a les donnée. bons viviers et les mauvais viviers. Non, c'est pas cela que je voulais te dire. Alors, je pense qu'un bon vivier, c'est un vivier avec des candidats déjà, et le mauvais vivier, c'est celui qui n'en a pas. Pour ça, là, ça va être concret. Mais c'est plutôt que, effectivement, selon que vous mettiez en place un vivier pour avoir des personnes aptes à travailler de nuit sur une mission, c'est un vivier que vous allez devoir rafraîchir quasiment de façon hebdomadaire. Lorsque vous allez mettre en place, en revanche, un vivier sur des contrats d'été avec une récurrence, vous allez avoir une campagne autour de ce vivier qui est plutôt à X mois. Vous serez moins en récurrence sur le vivier. Certaines qualifications aussi. On sait que sur certains profils qui sont très appelés, vous allez devoir rafraîchir votre vivier quasiment quotidiennement. Un chauffeur, aujourd'hui en France, un chauffeur routier, une infirmière, s'il est positionné dans un vivier, vous avez intérêt à passer voir dans le vivier dans les 24 heures s'il est encore présent. Et en tant que client, dans la stratégie de mise en place de votre vivier, vous avez intérêt à analyser cette donnée-là pour avoir les bons réflexes, les bonnes actions, savoir que sur un type de profil, vous avez intérêt à avoir un plus grand nombre de candidats que sur certains autres types de profils. Donc ça va être toutes des possibilités d'analyse qui sont offertes par nos différents outils et par en général le digital, qu'on va pouvoir retravailler dans des outils de BI qui soient proposés directement par l'éditeur, comme on sait le faire chez Pixid, comme c'est faire Redis, ou ensuite renvoyer vers d'autres outils d'analyse pour mettre en place des plans d'action. Et alors, pour continuer justement dans le vivier, là, c'est vraiment un module qui a été initié par le marché. C'est-à-dire que c'est le client qui nous l'ont demandé. Pourquoi? Parce qu'historiquement, on avait plutôt un process où on faisait une demande, j'ai besoin d'un intérimaire, et ça passait par des circuits de validation, et puis on avait des candidats. Aujourd'hui, Pixit, c'est vrai qu'on gère plus de 300 000 missions par jour, donc on a 40% du marché. On s'aperçoit que nos clients nous disent, mais j'ai à peu près 20% de mes besoins qui ne sont pas pourvus. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé avec nos clients pour qu'ils nous expriment en fait leurs besoins de créer des viviers, de pouvoir les partager avec leurs fournisseurs pour, comme le disait Christophe, pouvoir prendre des décisions hyper rapides sur j'ai déjà en fait 20 personnes qui sont manutentionnaires, qui peuvent travailler la nuit, que je connais et que je peux solliciter hyper rapidement. Et ensuite, je fais tout le process d'onboarding et de contractualisation très rapide. Et donc, là, encore une fois, c'est en effet, sur un seul écran, on a réussi un petit peu à combiner toutes les innovations, toute la technologie, Christophe, en ayant toutes les infos pour pouvoir prendre une décision rapide. Est-ce que tu pourrais rapidement nous décrire? Vous avez des profils qui sont qualifiés, vous avez votre besoin qui a été initié et qui a été exprimé. Donc, dans ce cadre-là, du vivier intérimaire qui a été exprimé à vos fournisseurs. Donc, vous leur avez demandé à vous fournir tel type de candidat qui serait disponible sur telle période et telle localisation géographique. Et ensuite, vous allez pouvoir analyser les propositions qui vous sont faites avec différents critères, éventuellement les historiques, si ces candidats intérimaires ont déjà travaillé chez vous, éventuellement la disponibilité partielle, totale. On croise ces informations de disponibilité avec la connaissance que l'on en a dans la plateforme et les informations qui sont renseignées par vos prestataires, par les fournisseurs. Et on voit dans l'application aujourd'hui qui est faite de ce vivier qu'on a vraiment différentes typologie d'application. Nous, on avait pensé à l'anticipation, et c'est celle qui nous avait été partagée par le marché. Mais on voit qu'il y a déjà aussi aujourd'hui des orientations sur justement certains profils, en particulier qui vont être ciblés, certains types de périodes, les contrats d'été, aussi des pools de formation. Donc on voit qu'aujourd'hui, le marché s'approprie, qui avait déjà, effectivement, comme tu l'as dit Antoine, cette notion de vivier dans la pratique, dans l'usage, et qui nous a amené à développer ce module, se l'approprie de façon même parfois différente de ce que nous avions anticipé au démarrage. Je me permettrai d'ailleurs d'intervenir juste sur cette gestion de vivier parce que le lien également avec la planification, c'est que grâce à vos outils et à ce type d'approche, nous, on peut également intégrer dans cette planification ce vivier pour l'anticiper dans la planification. Après,
Voilà, après, peut-être ça ne sera pas Toto, mais Titi qui sera missionné. Mais en tous les cas, je l'appréhende parce que j'ai également les historiques de mes viviers qui peuvent être intégrés dans l'outil. Donc ça, c'est intéressant. Exactement. Votre outil va nous permettre effectivement d'identifier, ou à le client d'identifier où est-ce qu'il a intérêt à mettre en place un vivier. Exact. Et de les planifier, de les prévoir. On a passé beaucoup de temps à vous expliquer, donc encore une fois, les enjeux, les solutions, Olidis et Pixid, hein, mais on aimerait aussi vous dire aussi, parce que quand on accompagne nos clients, c'est pas juste une solution à projet, c'est un vrai programme d'entreprise parce qu'il y a beaucoup de choix qui vont être faits justement quand on choisit comment on module ses plannings, son activité. Il va y avoir aussi, là on vient de vous l'expliquer, hein, des choix assez structurels si on préfère solliciter et donner des heures supplémentaires à ses salariés internes, si on préfère faire plus appel à de l'intérim, plus appel à des extras. Donc, c'est vraiment des programmes d'entreprise et il faut vraiment ne pas négliger justement, et rapidement là pour conclure, mais quelles sont vous les phases là que vous, auxquelles vous prévenez vos clients à ne pas négliger pour pouvoir juste que l'utilisation de ces solutions soit un succès? Parce que, encore une fois, si elles ne sont pas utilisées, s'il n'y a pas d'adhésion en interne. Mais clairement, on est dans du digital, on est dans du digital RH. Donc, de toute façon, tout projet digital a des grandes clés de succès qu'il faut respecter, faire intervenir les différents utilisateurs du futur outil qui sera mis en place, avoir une direction de projet forte aussi, avec des sponsors qui sont déterminés dans l'entreprise. Je pense qu'on retrouvera ces bonnes pratiques aussi bien chez Pixid que chez Olidis. J'irais effectivement faire attention à certains points durs. Tout l'aspect financier va être très fin, donc là, il faut être sûr d'avoir la capacité à se concentrer sur ces sujets-là. Je connais moins Olidis, mais j'imagine que aussi certains points sages, que ce soit les fiches de poste, les référentiels, toute la donnée qu'on met dans l'outil, où ça va être important de se concentrer sur ces sujets-là et d'avoir les bons interlocuteurs dans l'entreprise cliente pour bien mettre en place l'outil. Nous, on dit souvent à nos clients ou futurs clients, la qualité de l'outil que vous allez utiliser dépend de la qualité de la donnée que vous allez mettre dedans. Et l'expérience utilisateur va aussi en découler. Si votre utilisateur, en 2 clics, va avoir accès à un ensemble de modèles, à des intégrations qui ont déjà été pensées, il va plus être enclin à revenir utiliser l'outil et en utiliser toute la puissance. Donc, c'est ce que l'on peut dire. Après, on a, je pense aussi bien Olidis que Pixid, cette spécificité d'être du digital RH, mais d'être aussi des outils très opérationnels, avec au quotidien Sophie, dont on a beaucoup parlé, et tous ses pairs, et qui sont finalement plus des gens qui vont être dans l'humain, dans la réalisation, dans l'opérationnel. Donc, on va faire en sorte d'éviter qu'ils aient un outil trop lourd. On n'est pas face à un gestionnaire comptable ou face à justement un ingénieur production qui travaille sur des outils informatiques à longueur de temps. On s'adresse beaucoup à des opérationnels, donc on va faire en sorte que pour eux, ce soit le plus simple possible. Et justement, on parle de simplicité. Comment vous, Olidis, vous aidez les utilisateurs justement? Alors, on est complètement en phase avec ce que Christophe vient de numérer. Un projet de mise en place d'un outil de planification est un projet, dans le sens où ce n'est pas un outil qui se met en place voilà, en 2 claquements de doigts, si je peux me permettre l'expression. Donc, on va retrouver un petit peu ces différentes clés de succès, ces différentes phases, ces différents interlocuteurs, le fait que l'utilisateur final, qui est en général le manager ou un responsable, on doit lui donner un outil clé en main avec une expérience utilisateur la plus sympa possible. Nous, ce qu'on va intégrer également dans un projet, c'est la formation. Donc, Olidis, c'est certifié Calliope. Donc, on a tout un tas de méthodologies de formation et d'équipes de consultants formateurs qui sont d'ailleurs issus des métiers de nos clients. Donc, pour rebondir sur ce que Christophe a dit, l'objectif pour nous, c'est pas de mettre en place un outil, parce que vous l'aurez compris, qui peut aller très très loin dans la planification, mais la finalité doit être la plus simple possible pour l'utilisateur. Donc, on fait appel, nous, et j'en suis témoin parce que je vous l'ai dit, moi je suis issu de la restauration, on fait appel à des gens qui sont issus des métiers de nos clients, qui ont été confrontés à cette problématique de planification et de gestion des imprévus. Oui, c'est important. Et alors, pour faire le lien avec vos deux éléments là,
la formation et la simplicité. J'aimerais aussi parler aussi des intégrations parce que, encore une fois, s'il n'y a pas d'intégration ou il y a une mauvaise intégration, par exemple, la solution va être pénalisée potentiellement. Si les utilisateurs doivent faire de la double saisie dans la même chose dans 2 solutions différentes, il y a forcément une des solutions qu'ils ne vont pas utiliser. Ou alors, s'il y a une mauvaise intégration et il n'y a qu'une partie des informations qui sont transmises et qu'il faut qu'on les complète ou qui sont fausses, là aussi, ça va avoir des répercussions sur, bien évidemment, l'utilisation de la solution, mais sur les bénéfices qu'on va en tirer de l'utilisation de cette solution. Et aujourd'hui, nous, chez Pixid, mais je suppose chez vous aussi, on met un fort, on souligne vraiment l'importance que notre solution doit aider le management à mieux piloter l'activité. Le management parfois opérationnel ou nous, le management plutôt RH pour savoir en fait, parce que souvent des DRH nous, à qui je pose la question qui n'ont pas de solution, je leur demande combien vous avez de CDD aujourd'hui en place, combien vous avez d'intérimaires, quel est votre volume et tout. Ils sont incapables de répondre à ces solutions et ils peuvent pas dire là on pourrait l'augmenter, là on pourrait la réduire. Donc encore une fois, il faut aussi après la mise en place de ces solutions, bien analyser les données en fonction des objectifs que vous aurez imposés pour pouvoir aussi dire attention, les managers, là, vous n'anticipez pas assez, ou vous anticipez ce site-là, vous utilisez bien, vous anticipez bien, il n'y a pas de problème d'imprévu. Les autres sites-là, vous n'utilisez pas les solutions, vous faites face à des imprévus au quotidien. On est complètement d'accord également sur ce sujet. L'outil propose tout un tas de ce qu'on appelle les KPI, des indicateurs qui peuvent être reformulés sous web service, BI, etc. Parce qu'un outil, c'est bien, mais il faut. L'objectif, c'est de bien piloter, de mieux piloter, comme tu l'as dit. Et pour bien piloter, il faut être en capacité de contrôler. Et pour contrôler, il faut des données, il faut être capable de mesurer. Donc, le lien, aussi bien dans la planification que dans les outils que vous proposez, on doit s'adresser des indicateurs pertinents pour faire mieux en période. Merci. On a peut-être 1 minute, parce qu'on a beaucoup débordé de questions-réponses. Je vois qu'il n'y a pas forcément de questions là dans le chat. Alors, soit on a été très clair, Christophe et Jérôme, merci pour ce témoignage. En tout cas, on voudrait vous remercier de nous avoir écoutés ce matin. Si vous voulez, bien évidemment, poursuivre cette discussion ou si ça vous fait penser à des choses au sein de votre organisation qui pourraient être optimisées, n'hésitez pas à contacter soit Jérôme, soit Christophe, soit moi à la suite de ce webinaire pour qu'on puisse justement échanger avec vous et avec vos problématiques. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et puis on vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci à tous, bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.